De la paroisse Saint-Paul. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes une commission qui s'occupe des rapports entre les paroissiens qui sont des citoyens avec l'État. En tant que paroissien, en tant que fidèle catholique, vous devez connaître vos droits et devoirs envers l'État. Nous intervenons dans ce domaine-là. Nous intervenons dans un rapport horizontal. Nous aidons les paroisses à connaître leurs relations, leurs rapports, leurs droits et devoirs par rapport à l'État. Dans les rapports, ça c'est au niveau vertical. Au niveau horizontal, nous avons l'obligation, le devoir d'aider les paroissiens entre eux à résoudre les problèmes qui les opposent. C'est ainsi que nous intervenons pour la médiation, la réconciliation. Nous faisons des conférences pour sensibiliser les gens, pour vulgariser les droits. C'est dans ce cadre aussi que nous sommes venus ici pour parler des élections. Ce n'est pas un secret, vous savez que ici, là, nous allons aller aux élections. J'espère parmi vous qu'il y en a qui vont voter. Alors, nous voulons vous expliquer c'est quoi les élections, comment ça va se passer, pour que vous ayez une idée. Je sais que vous avez le cours de civisme, et nous venons en complément de ce cours-là. Nous venons compléter votre formation par rapport à la notion des élections, parce que vous savez, à l'école, on n'apprend pas tout. On va apprendre à la télévision ou même à travers des émissions, des conférences, tout ça. Alors, cette conférence, c'est une occasion pour vous de bien comprendre la notion des élections. Alors, nous sommes en démocratie, vous le savez. La démocratie, on la définit souvent comme le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça, c'est la définition. Alors, les élections, c'est l'occasion qu'on donne au peuple d'exercer ces pouvoirs-là. On dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est à travers la démocratie, à travers les élections, que vous exercez ces pouvoirs-là en choisissant vos représentants. Parce que le peuple ne peut pas lui-même aller diriger, aller poser les actes, tout ça. Alors, on désigne des gens qui doivent aller travailler pour nous. Ces gens sont des mandataires par laquelle nous, peuple, nous donnons le pouvoir à ces gens-là pour agir à notre lieu et place. Donc, si vous voulez avoir des bons dirigeants, c'est maintenant qu'il faut faire un bon choix. Maintenant qu'il faut faire un bon choix. Alors, notre exposé est divisé en deux grandes parties. Parce qu'on vous a demandé, vous devez faire des rapports. Alors, vous devez retenir les deux grandes parties qui feront l'objet de notre conférence. Première partie, ce sera des considérations générales et théoriques. Comme vous avez noté, considérations du choix des dirigeants. Nous allons faire une grande partie de notre exposé. Nous allons nous exposer à 3 temps. Moi, je suis maître Christian Calampagne, je suis le responsable de l'ADP. Et puis nous avons maître Louison. Maître Louison, lui, il est les responsables de la sous-commission juridique. Enfin, nous avons notre collègue Delphin Mamboué, lui s'occupe de la commission enquête et action. Alors, nous sommes maintenant au premier chapitre, ou bien la première partie de considérations générales et théoriques. Ces points, ce premier chapitre a 7 points, c'est-à-dire 7 sections. A 7 sections.
à cette section. Là, vous devez retenir à cette section. Alors, les 4 premières sections seront développées par Maître Luison, à qui je donne directement la parole pour développer les 4 premières sections, c'est-à-dire les 4 premiers points du premier chapitre. Okay. Bonjour à tout le monde. Comme Maître Christian vous l'a dit d'entrée du jeu, la répartition, il vous a donné la répartition des différentes sections et les différentes interventions. Donc nous allons beaucoup plus nous atteler sur le 4 premiers points. La grande ligne ici, ce sont les élections démocratiques en RDC, en République démocratique du Congo. On vous a dit ici que les élections dans un État, puisque l'élection peut se tenir dans plusieurs circonstances. L'élection peut avoir lieu dans un groupe, l'élection peut avoir lieu dans un État, comme dans le cas d'espèce, dans le cas sous examen, nous parlons de l'élection dans un État. Et l'élection, il se concerte pour donner le pouvoir à un individu, à un organe. Donc c'est ce qui peut être comme élection d'une façon condensée. Donc ici, le point ici, ce sont les élections en République démocratique du Congo. Le premier chapitre, c'est en rapport avec les considérations générales et théoriques. La section première, la définition et origine des élections. Et le paragraphe premier, là nous avons... Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? De par son étymologie, le mot élection vient du latin qui veut dire electio. Nous disons ceci. Par son étymologie, le mot élection vient du latin electio qui signifie choix. Donc c'est ce que nous avons expliqué tout de suite là. Nous avons dit l'élection en principe c'est la volonté du peuple. Donc quand en latin élection veut dire electio, pouvant signifier choix, c'est-à-dire que là on permet à tout citoyen de pouvoir volontairement se choisir quelqu'un qui pourra gouverner en lieu et place. Deuxième, c'est en rapport avec l'origine des élections. De ce qui est de l'origine des élections, nous devons savoir que les premières élections remontent de l'Antiquité et c'est au 5e siècle en Grèce où s'étaient tenues pour la toute première fois les élections. Donc comme pour dire que les systèmes ici électoraux, les systèmes des élections, c'est beaucoup plus qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, à la cité d'Athènes en Grèce, où la première fois s'étaient tenues les élections. Rôle des élections démocratiques. Puisque on ne peut pas parler des élections sans pour autant savoir les rôles, en quoi peut consister les rôles des élections démocratiques. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de pouvoir mettre toute une section pour donner les rôles des élections démocratiques. Nous disons ceci. Bien organiser les élections joue un certain nombre de rôles dans la vie socio-économique et politique d'un pays. Elles servent, donc là nous sommes en train maintenant d'énumérer le rôle des élections démocratiques. Pour qu'il y ait élection démocratique, le rôle, nous avons le premier rôle, c'est légitimer la politique. Légitimer la politique. Partie du premier rôle, donc le rôle des élections démocratiques. Pour qu'on parle d'une démocratie dans les élections, il faut légitimer la politique. Donc ça fait partie du rôle légitimer. Je crois que vous savez faire les distinguos de la légitimité ainsi que la légalité. La légitimité, c'est qui accepte le pouvoir. Mais quand on dit le pouvoir est légal,
Là, c'est beaucoup plus en visant la loi, donc en suivant la procédure normale. Donc ici, nous disons ceci, légitimer la politique. Tout gouvernement non issu des élections n'a pas de légitimité et ne devra pas engager le peuple, car il est sans mandat. Ça, c'est ce que nous venons de dire ici. Tout gouvernement non issu des élections, quand quelqu'un vient par le mécanisme de coup d'État, j'ouvre d'abord une parenthèse. Vous savez que le coup d'État, ça fait partie aussi des mécanismes pour acquérir un pouvoir politique. Vous le savez, non? Mais vous devez savoir que le coup d'État, en principe, le coup d'État n'est pas légal, puisque aucune constitution dans ce monde ne prévoit le coup d'État comme un mode d'acquisition du pouvoir politique. Donc, en principe, le coup d'État n'est pas légal, est illégal. Mais le coup d'État peut être légitimé. Je donne le cas de notre pays. En 1997, nous avons accueilli Mouzé Kabila, n'est-ce pas? Mouzé Kabila est venu. Quand il est venu la première fois, il n'est pas venu par les élections, il n'y avait pas eu élection. C'était par coup d'État, précisément. Donc c'est la conquête. Conquête comme mode d'acquisition du pouvoir, mais dans la conquête, nous avons la révolution et le coup d'État. Quand Mouzé Kabila est arrivé en 1997, il a pris le pouvoir par coup d'État. Et de tous les pouvoirs qui se sont succédés en RDC, vous allez voir que la plupart, les premières élections sont celles qui ont eu lieu en 2006. Alors, dans cette parenthèse, je désirais dire ceci. Le coup d'État, en principe, n'est pas légal. Quand quelqu'un vient par coup d'État, mais quand il vient, la population est en train d'acclamer. C'est-à-dire, quelque part là, c'est une légitimité aussi tacite. On est en train de légitimer. Donc, vous devez retenir que le coup d'État n'est pas légal, mais on peut légitimer le coup d'État. Ça, c'était en rapport avec le premier rôle des élections démocratiques. Assurer la continuité et le renouvellement de la démocratie. Quand les élections ne sont pas démocratiques, c'est lui qui vient par la force. Il ne sait pas assurer la continuité. Quand il arrive, pour lui, tout ce qui a été fait par l'ancien dirigeant n'a pas été à la hauteur. Il prend les trucs, il met de côté. Mais quand quelqu'un passe au pouvoir par une parlement, voilà ce qu'il y aura. Nous pensons que Kizito doit quand même être réhabilité, puisque nous avons trouvé que, par exemple, au niveau des installations sanitaires, on ne sait pas comprendre, ça c'est quand même une ville, mais les installations sanitaires ne répondent pas quand même à la hauteur de la circonscription. Moi je vais au Parlement, c'est-à-dire en posant même les actes que je dois poser, je dois me référer au mandat que vous m'avez donné. Mais si je vais là-bas, je n'arrive pas à atteindre vos préoccupations à vous au Parlement. Puisque le rôle d'un parlementaire, ce n'est pas de venir créer des histoires, c'est aller plaider pour que les situations, les conditions sociales puissent s'améliorer. Mais moi, j'arrive là-bas, au lieu de plaider vos causes, moi, je me mets à autre chose dans la distraction. Le second mandat, quand je viendrai pour rechercher vos voix, vous allez me sanctionner, non? Vous allez me sanctionner le comportement des dirigeants. Donc, dans une élection démocratique, si le dirigeant n'a pas été à la hauteur de sa tâche, il n'a pas exercé le mandat par rapport à vos conventions que vous avez données, quand il vient prochainement, vous pouvez les sanctionner. Cette fois-là, il s'agit d'une sanction négative, n'est-ce pas? On continue. On dit que le dernier rôle, c'est en rapport avec l'assurance de l'alternance au pouvoir, donc assurer l'alternance au pouvoir. Rôle des élections démocratiques, c'est aussi assurer l'alternance au pouvoir. Ici, chez nous en Afrique, généralement, nous sommes toujours quelque peu mal habitués. Vous allez voir un président qui fait nos affaires au pouvoir 20 ans, 30 ans, mais il est là toujours. Or, on ne sait pas faire l'alternance. Vous êtes dans un état, tel que vous êtes là, même en classe. C'est vrai, ça peut arriver que tel est toujours premier de la classe, tel est toujours premier de la classe. Mais il peut s'avérer que
il y a une alternance. Première période, c'est elle qui est première. Deuxième période, c'est l'autre qui prend les devants. Telle période, c'est l'autre. Ça peut une façon de créer une concurrence. Et vous allez vous mettre au travail. Mais quand quelqu'un dit non, c'est seulement moi qui dois être le premier, pas d'autre. C'est pourquoi, s'il faudra concilier avec ce que nous sommes en train de dire ici, puisque ici il s'agit d'un pouvoir politique, on dit que le rôle démocratique, c'est aussi d'assurer l'alternance au pouvoir. Vous devez alterner. Quand l'autre est là, vous êtes dans les réserves, et après demain, vous aussi vous passez, donc vous complétez les idées. Peut-être que celui qui est aux affaires, il n'a pas des idées que vous pouvez avoir. Mais quand il y a alternance, ça crée même l'épanouissement par moment, puisque ça crée aussi des nouveautés. Donc ça, c'est en rapport avec les rôles des élections démocratiques. Nous passons à la section 3e. Là, c'est en rapport avec les critères pour les élections démocratiques. Dans une élection démocratique, il y a certaines caractéristiques. Il y a ce qui caractérise les élections démocratiques. Il y a des indices pouvant marquer une caractéristique d'une élection démocratique. C'est ce que nous sommes en train d'examiner maintenant. Donc, pour être démocratique, les élections doivent répondre aux critères suivants. Premièrement, dans une élection démocratique, il faudrait qu'il y ait la liberté. On ne peut pas parler d'une élection démocratique sans qu'il y ait la liberté. C'est pourquoi ici on dit ceci. Lors des élections, l'électeur doit voter selon sa propre volonté, le parti ou le candidat de son choix, sans subir une quelconque influence, des pressions extérieures, des intimidations. Donc, dans une élection démocratique, chacun doit voter librement. Donc, l'électeur doit voter librement. Vous ne pouvez pas aller jouer des élections. Les élections, c'est dans une semaine, non? Les élections dans une semaine, ça sera le lundi prochain, le 28. Vous entrez dans l'isoloir, personne ne peut vous imposer, dire que non, voilà, toi tu dois voter telle personne. Toi tu dois voter telle personne. Non. Quand vous y allez, on dit que l'électeur doit voter selon sa propre volonté. Vous y entrez selon votre propre volonté. Vous dites que non, voilà, peut-être tel candidat, selon son programme, son projet, j'ai été quand même convaincu. Et quand vous y entrez, vous devez voter l'égalité. C'est la règle d'or ici, on dit, dans une élection démocratique, il doit y avoir le problème d'égalité. Égalité comme égal à égal. Aux élections démocratiques, chaque électeur n'a qu'une seule voix. Quand vous y allez, vous ne pouvez pas peut-être moi j'aurai droit à 2 voix. Donc moi, avec ma seule carte d'électeur, j'ai droit à 2 voix. Non, là il y a pas égalité. Quand vous voyez déjà l'opération, pour quelqu'un, il vient, il vote ici, je ne sais pas s'il y a un temps d'activité. Il vote ici, mal à la plupart, il vote encore. Donc là, ce n'est pas une élection démocratique. Ça, c'est une fraude, c'est une tricherie. On nous dit que chacun pour une seule voix. Universalité. L'universalité. Les élections démocratiques sont ouvertes à tous les citoyens adultes non privés de leurs droits civiques, ni frappés par un cas d'incompatibilité. Donc, dans une élection démocratique, l'élection démocratique doit être caractérisée aussi par l'universalité. L'universalité. Donc, sont ouvertes à tous les citoyens adultes non privés de leurs droits civiques. Tel que vous êtes là, si vous n'êtes pas privé de vos droits civiques, personne ne peut vous empêcher d'aller voter. Aujourd'hui, vous êtes là, je ne sais pas, vous avez commis une infraction, après quelques jours là, vous êtes incarcéré, on vous amène au parquet, le parquet qui signe un mandat d'arrêt provisoire, le mandat d'arrêt provisoire, on demande la détention préventive, on vous déplace du parquet jusqu'à la prison. Est-ce que puisque vous êtes en détention préventive, vous avez droit au vote, vous n'avez pas droit au vote? Ou non, toi tu n'as pas droit puisque tu étais à la prison, nous t'avons vu, nous sommes allés te visiter à la prison. On dit l'universalité. L'universalité, ici on dit ouverte à toute personne qui n'est
Ouverte à toute personne qui n'est pas privée de leurs droits civiques. C'est vrai, certains prisonniers, un condamné est privé de ses droits civiques. Un condamné, en principe, il y a de ceux-là qui n'ont pas droit au vote, mais il y a de ceux-là qui peuvent être à la prison, mais ils ne sont pas condamnés, ils sont en détention préventive. Et à cela, on ajoute ni frappé par un cas d'incompatibilité. On voit ici chez nous, c'est combien? Pour qu'on dise qu'une personne est majeure. 18 ans. 18 ans, c'est ça la majorité civile. Or, admettons vous avez déjà 18 ans. Mais en allant voter, on vous dit non, vous ne pouvez pas voter puisque nous trouvons que les élections vous ont trouvé dans 17 ans et demi. Au moment où vous savez que vous avez déjà 18 ans. C'est pourquoi on dit par un cas d'incompatibilité prévu par la loi. Donc, vous ne pouvez pas être... On doit vous priver des élections si réellement vous êtes mineur. Mais si vous êtes majeur, on ne peut pas. C'est pourquoi il y a le principe de l'universalité dans une élection. On dit non, voilà, il peut être candidat à la présidence que celui qui a un enfant. Je me rappelle en son temps, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'était créé dans notre pays. On dit que non, il y avait un prêtre qui désirait être aussi candidat à la présidence de la République. Alors pour l'éliminer, on dit non, c'est lui qui peut postuler que c'est lui qui est marié. Or, ça c'est déjà une politique d'exclusion. Ça n'entre pas aussi quelque part dans l'universalité, c'est pour exclure les autres. On doit permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver. Nous avons, après l'universalité, nous avons les secrets des votes. On nous dit ceci. Pour les élections démocratiques, le vote est strictement secret. Seul l'électeur lui-même sait pour qui il vote. Donc ça, quelque part, ça corrobore avec ce qu'on venait de dire. C'est vraiment secret. Il n'a pas le droit d'entrer là-bas, dire que non, toi tu vas voter pour qui, ou toi tu votes pour qui. On dit que l'élection démocratique est caractérisée aussi par le secret de vote. Nous passons à la section. La typologie des élections. Ici, nous disons faire les distinguo de par l'objet. Ici, nous allons parler des dialogues. Donc, de par l'objet, si nous voulons donner la typologie, vous devez savoir qu'il existe des élections présidentielles. Là, c'est le président de la République qui est élu. Vous devez savoir qu'il peut s'agir des élections législatives. Là, ce sont les parlementaires qui sont élus. Vous avez étudié en civisme les grands organes de l'État, les différents organes de l'État existants qui peuvent exister dans un État. Vous le savez, non? Vous savez qu'il y a l'organe judiciaire, exécutif et quoi? Et législatif. Et l'organe législatif. Alors ici, on est en train de donner la façon, les mécanismes pouvant permettre à ce qu'il y ait les éléments pour gérer ces différents organes. Donc, l'élection présidentielle, là beaucoup plus on vise l'exécutif. L'élection législative, là ce sont les parlementaires, de quelle façon, par quel mécanisme ils peuvent accéder. Et les élections sénatoriales, là c'est pour les sénateurs. Je crois avoir épuisé le 4 points qui m'ont été confiés pour prendre les relais de l'exposé. Pour moi, je vous remercie. Nous attendons peut-être des questions à votre niveau. Nous sommes toujours dans le premier chapitre qui parle de considérations générales et théoriques. C'est le premier chapitre. Dans ce premier chapitre, Maître Luison a abordé les 4 premières sections. Il s'est arrêté aux typologies des élections. Alors, moi, je continue pour le premier chapitre. Et Maître Omer va développer le dernier chapitre qui est le choix des dirigeants au Congo. Alors, moi, nous sommes toujours au premier chapitre. Je continue avec la section 5. C'est ça, hein? Alors, la section 5 est intitulée « Les systèmes électoraux ».
Un système électoral, c'est une méthode de choisir les dirigeants politiques d'un pays. C'est l'ensemble des mécanismes qui permettent à l'électorat de choisir une représentation au sein d'un gouvernement élu et de voter pour élire ses représentants à la législature. Le système électoral, c'est comment on doit choisir les autorités. Comment on choisit, parce qu'on doit voter bien sûr, mais comment on vote ces autorités-là? Le système électoral sert à montrer, à aider comment on choisit les dirigeants. Alors, il y a des types de systèmes électoraux. Le système majoritaire et le système de représentation proportionnelle. Le majoritaire est subdivisé en deux petites catégories. Il y a le système majoritaire à un tour. Et deux, le système majoritaire à deux tours. Le système majoritaire à un tour, c'est, comme on le dit, c'est celui dans lequel est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit le total de voix obtenues par les autres. Le système de majoritaire à un seul tour, c'est-à-dire on va à un seul tour. Plusieurs candidats se présentent, on a un seul tour. Celui qui gagne, qui a beaucoup de nombre de voix, c'est celui-là qui passe. Je crois que c'est le système qui est prévu pour l'élection du président de la République. On va vous en parler au deuxième chapitre. Alors, le système majoritaire a deux tours. Celui-ci, pour passer au premier tour, il faut avoir la majorité des voix plus une voix. C'est-à-dire, s'il faut avoir la moitié, c'est 50. Pour passer, il faut avoir 51%. Là, vous passez au premier tour. Mais si de tous les candidats, aucun n'obtient 51%, on doit passer au second tour. Dans ce second tour-là, c'est celui qui obtient le plus grand nombre de voix, quel que soit le nombre de voix obtenues par les autres, c'est celui-là qui passe. C'est le système qui a été utilisé l'année passée pour l'élection présidentielle. Vous avez le premier tour, si vous vous rappelez bien, c'était le président Kabila et Bemba qui était retenu. Puis, au deuxième tour, c'était le président Kabila qui avait gagné. Ça, c'est le système majoritaire. Nous avons le deuxième système de représentation proportionnelle. Contrairement au système majoritaire, ici, c'est un système qui est souvent utilisé pour l'élection des députés. Chaque parti propose une liste de candidats. Alors là, on fait des calculs. On ne tient pas compte de la majorité, on fait des calculs. Le parti qui a obtenu beaucoup de voix et on octroie c'est-à-dire quand un candidat obtient beaucoup de voix, il peut attribuer même certaines de ses voix à d'autres membres de son parti qui sont derrière lui. C'est un système qui se fait par des listes. On utilise ça souvent pour les élections législatives, pour les élections de députés. Alors, ça c'était la section 5. Maintenant, nous abordons la section 6, déroulement des élections. Comment se passent les élections? Il y a les étapes suivantes. L'administration des élections, recensement électoral, inscription des candidats et partis politiques, campagne électorale, le jour du scrutin, publication officielle des résultats. Premier point, administration des élections. Pour organiser les élections, généralement, on confie cette mission à une commission qu'on appelle commission électorale. Chez nous, c'est la CENI, Commission électorale nationale indépendante. C'est cet organe qui est chargé d'organiser les élections, de préparer les élections. Dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais chez nous, nous avons confié à un organe indépendant qui organise les élections. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le recensement électoral, l'inscription des électeurs. Vous vous rappelez, il y a un enrôlement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qui vont voter. Qui seront électeurs. Alors on organise le recensement, l'inscription. Tous les candidats à l'âge de voter, qui ne sont pas frappés de préjudice, ces gens-là qui sont capables de voter, qui ont l'âge de voter,
ont été recensés, se sont inscrits. Pourquoi à l'issue de cette opération, on avait distribué des cartes. C'est ça l'étape du recensement électoral. Troisième étape, c'est l'inscription des candidats et partis politiques. Alors, parce que vous devrez voter des candidats ou des partis politiques. Alors, ces partis politiques-là doivent s'inscrire. C'est ce qu'on appelle poser la candidature. C'est-à-dire, les gens viennent déposer leur candidature. Vous avez vu dernièrement, les partis politiques sont allés à la CENI, ils ont déposé leur candidature. Nous avons des candidats qui sont indépendants, il y en a qui sont présentés sous la main d'un parti politique. Alors, la quatrième étape, c'est la campagne électorale. Là, il n'y a pas expliqué, nous sommes en train de vivre ça, la campagne électorale. C'est la période même dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y a pas expliqué, nous sommes en train de voir ce qui se passe là. Alors, cinquième point, le jour du scrutin. Chaque électeur doit présenter sa carte d'électeur sur laquelle sont inscrits ses noms, prénoms, âge, adresse. Ensuite, son nom est identifié sur les fichiers électoraux. Il retourne pour le bulletin de vote, puis se retire seul dans l'isoloir pour le choix, et enfin il place le bulletin retenu pour cocher ta lune. Le vote est état secret. Donc le jour du vote, dans le bureau de vote avec votre carte, vous montrez au président du vote. Le vote est secret. Personne ne peut venir pour savoir qui vous empêcher de voter tel ou tel candidat. Le vote est secret, ça se fait dans l'isoloir. Les signes sont scellés devant les représentants et témoins de tous les candidats. Chaque parti politique et chaque candidat doit envoyer ses témoins pour surveiller les élections. Le président du bureau de vote ouvre l'une en présence des observateurs et des représentants des candidats. Il procède d'abord au dépouillement et ensuite au décompte des voix obtenues par chaque candidat ou chaque liste. Les résultats sont enfin remis dans l'une qui est scellée à nouveau pour transmission au bureau. Puis les résultats sont centralisés à un endroit sécurisé indiqué par la commission électorale. C'est à ce niveau qu'interviendra la répartition des sièges suivant différentes techniques. Donc, le jour de vote, après avoir voté, on va procéder, les témoins des candidats qui seront là vont procéder au dépouillement. Ils vont trier, ils vont voir quel candidat il faut faire devoir, tout ça. À la fin, ils vont dresser un peu, chaque témoin d'un parti politique d'un candidat va signer le PV. Et puis le PV sera transmis à un niveau supérieur. Et à la fin, le président du bureau va afficher les résultats de vote dans ce bureau à la fenêtre ou bien au valve qui est prévu à l'entrée du bureau. Et ça, en fait, ça passera les élections le jour du 30, du 28 novembre. Ça, c'était la cinquième étape. La dernière étape, c'est la publication des résultats. Chez nous, vous savez, ça sera pour l'élection présidentielle, ça sera le 6 décembre. Ici, on dit, en principe, l'annonce des résultats ne doit pas tarder pour éviter toute suspicion de la part de la population de perdants. Donc, dès que les élections se terminent, il ne faut pas beaucoup de temps pour publier les résultats. Sinon, les gens vont commencer à douter, avoir des soupçons, à croire qu'il y a une tricherie. Et même ceux qui vont faire, ils vont dire que non, comme vous avez traité, vous avez triché, tout ça, tout ça. Il ne faut pas que les temps soient trop longs. Après l'annonce des résultats, si un candidat estime que le voix qu'on lui a attribuées ne sont pas correctes, ne sont pas systémiques, ça vient pour la même avoir confiance. Pour que tout le monde ait confiance aux élections. Quels sont les principes qui doivent exister pour que tout le monde ait confiance? Pour que, après les élections, il n'y ait pas de contestation, que tout le monde s'exprime, dise que non, les élections étaient correctes. Voici ces principes-là. D'abord, la liberté. Les élections sont libres lorsqu'elles ne sont pas contraignantes. Concrètement, les partis politiques
et les candidats sont libres de s'exprimer publiquement et les électeurs pour leur part expriment aussi leur choix sans pression de toute sorte. C'est-à-dire, vous qui allez voter, vous devez voter librement. Si vous arrivez au bureau de vote, il y a des gens qui vous empêchent, qui vous obligent, peut-être que on vous oblige à voter. Là, il n'y a pas, l'élection n'est pas crédible. Là, on dit que les élections ne sont pas crédibles. Donc, il faut que les élections soient libres. Et vous, les électeurs et les candidats, soient libres de s'exprimer. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la justice. Les élections sont justes lorsque tous les électeurs participent à l'ensemble des opérations électorales sans exclusion. Les partis et les candidats indiscutablement bénéficient d'un traitement équitable de la part des autorités gouvernementales et celles chargées de l'organisation des élections à ce qui concerne l'application de la loi électorale. Les élections sont justes quand tout électeur à l'âge de voter. Vous avez 18 ans, vous n'êtes pas militaire, vous n'êtes pas policier, vous êtes dans les critères pour voter, vous devez voter. Quand on vous empêche, on prend des mesures pour vous empêcher de voter, là, ce n'est pas juste. Deuxièmement, le parti politique aussi, tous les partis politiques doivent avoir le même traitement. Lorsqu'on reçoit des candidats des partis X, on leur donne des informations, le parti B aussi, ou Y, doit aussi avoir les mêmes informations. L'organe chargé des élections ne peut pas privilégier un parti politique au détriment des autres partis politiques. Donc tous les partis doivent recruter de la même façon. Quand il y a une information, quand il y a une formation, quand il y a des instructions, on doit donner à tout le monde de la même façon. Dernier point, pour que les élections soient crédibles, les élections doivent être transparentes. La transparence. Ça aussi, ça veut dire la transparence, c'est quoi? Les élections sont transparentes lorsqu'elles se déroulent dans un climat de loyauté, sans manipulation aucune et exempt de fraude et chérie. La transparence est le moteur de la confiance du citoyen envers le système électoral. Donc la transparence, c'est, de toute façon, tout doit être clair. On ne doit pas tricher, cacher, on ne doit pas faire la fraude. Quand il y a des fraudes, on manipule les résultats. Là, il n'y a pas de transparence. Il doit être clair. Donc là, maintenant, nous venons de terminer le premier chapitre de notre exposé. Le premier chapitre est intitulé Considération générale et théorique. Je suis en train de récapituler pour que vous fassiez un bon rapport. La première section de ce chapitre, c'était définition des origines des élections. Deuxième section, c'était rôle des élections démocratiques. Troisième section, c'était critères pour les élections démocratiques. Quatrième section, c'était typologie des élections. Cinquième section, c'était les systèmes électoraux. Ça va? Sixième section, c'était déroulement des élections. Septième section, la dernière, c'était les grands principes d'un processus électoral crédible. C'est ça le premier chapitre. Alors nous allons maintenant aborder le dernier chapitre intitulé Le choix des dirigeants en RDC. Comment sont désignées les autorités au Congo? Vous avez le président, le premier ministre, les députés, les sénateurs, les députés provinciaux, tout ça, le chef de secteur. Comment ils sont désignés? On va vous expliquer tout ça. Pas des précisions. Ce n'est pas c'est-à-dire en trois sections tout simplement. La première section va juste parler comment les choix d'une élection du président de la République, c'est-à-dire au niveau central, les choix du président de la République, des premiers ministres, des sénateurs. Je sais que parmi vous, vous êtes sans ignorer parce que nous sommes dans une réunion où il va dire
les élections sont déjà tenues. Alors, au niveau provincial, nous allons parler comment les gouverneurs, les députés provinciaux sont aussi élus. C'est ça. Et au niveau des territoires, j'espère que ça sera une toute première dans la mesure où ça ne s'est pas encore tenu ici chez nous, que nous avons grandi avec vous. En mars, selon la CENI, nous allons voter les maires, les chefs de quartier, ainsi de suite. Alors, pour ne pas précipiter la matière, nous serons très disposés que ça soit comme un débat. Pour ne pas terminer toute la matière, je donne maintenant toutes les grandes lignes qui vont caractériser cette débat. Au niveau central, parlons du président de la République. Le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret majoritaire à un seul tour, comme l'a prévu la Constitution. Deuxième paragraphe. Choix du Premier ministre. Comment le Premier ministre est élu? Cette majorité n'est pas requise. Le président lui-même peut désigner quelqu'un pour être le chef de la promotion. Paragraphe 3, le député national. Là, nous sommes dans la toute première section qui parle des élections au niveau central. Les députés nationaux sont élus au suffrage universel direct et secret. Ils représentent leur parti politique ou regroupement politique ou sont des candidats indépendants. Paragraphe 4. Il y a des gens qu'on appelle les sénateurs. Comme ici chez nous, nous avons le Parlement, l'Assemblée nationale, il y a aussi le Sénat. Mais les sénateurs, comment ces gens-là sont élus? On peut dire. Les sénateurs sont élus au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale par les députés provinciaux sur la liste. C'est-à-dire, les sénateurs sont élus ici à la province. Donc, dans chaque province de la République, tous les territoires de la République, dans chaque province, dans l'Assemblée. C'est là où sont élus où ils sont dehors, moyennant la présentation ou bien son nom sur la liste qui sera consigné comme liste de candidats au Sénat. Deuxième section, ou bien la deuxième partie des députés. Gouvernement provincial. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale pour un mandat de 5 ans renouvelable d'une seule fois. Il est investi par l'ordonnance du président de la République. Les gouverneurs et son vice sont élus au sein de l'Assemblée ou en dehors de l'Assemblée pour un mandat de 5 ans renouvelable de 7 mois. Et pour entrer en fonction, il est investi par une ordonnance du président de la République après avoir défendu son programme devant l'Assemblée. Sont élus au suffrage universel direct et secret ou opter vous voyez à tous les fois des chefs coutumiers qui sont dans les représentants de l'Assemblée. Ces gens-là sont optés, c'est-à-dire choisis comme ça pour représenter leurs points au sein de l'Assemblée et défendre les intérêts de leur territoire ou bien regroupement ou bien secteur au nom de la nation congolaise. Nous passons au tout dernier point qui est la troisième section, les élections, les choix des dirigeants au niveau
des entités territoriales décentralisées. C'est là où s'avère la nouveauté qui va bien se mettre en application en mars, parce que ici, les 28, nous allons voter les présidents, les députés, mais concernant les cadres ou bien les dirigeants des entités territoriales décentralisées, ça va intervenir au mois de mars 2012. Commençons par la ville. La ville en tant qu'organe exécutif, où on peut trouver le conseil urbain et l'autre, on dit que législatif, il y a ce qu'on appelle le conseil urbain et l'autre exécutif qu'on appelle le collège exécutif. Au niveau du conseil urbain, l'organe désirant de la ville, constitué des conseillers urbains qui sont élus au second décret par les conseillers communaux composant la ville pour un mandat de 5 ans. Du collège exécutif pour l'organe de gestion de la ville, composé d'un maire adjoint et de 3 échevins. Ces gens-là sont élus comment? Les maires et son adjoint sont élus au sein ou en dehors du conseil urbain. On me dit que je suis en dehors du conseil urbain. Les échevins, ou bien ceux qui vont seconder les maires et les maires adjoints dans l'exécution de leur travail. Les échevins sont désignés par les maires au sein ou en dehors du conseil sur base de 3 critères, à savoir 1. Compétence. 2. Crédibilité. 3. Représentativité communautaire. Si on vient à l'Église qui connaît les données, je sais que tout le monde dira oui, je les connais. Oui, je les connais. Pour la commune, nous passons pour la commune. Comment seront désignés nos dirigeants qui vont diriger la commune? Cette fois-ci sera élu par les habitants de sa commune. De quelle manière? Le dirigeant de la commune sera élu au suffrage universel direct par les habitants de la commune pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Comment sera encore élu le bourgmestre? Nous sommes au niveau communal. Les bourgmestres et son adjoint sont élus au suffrage universel direct au sein ou en dehors du conseil communal. Les gens qui vont l'accompagner dans sa tâche, le bourgmestre, il y a les conseillers. Et aussi sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nous allons passer à un autre point qui est le secteur. Les dirigeants des secteurs seront élus dans la sorte. Les chefs de secteur et les chefs de secteur adjoints sont élus par les conseillers de secteur au sein ou en dehors du conseil pour un mandat de 5 ans renouvelable. Ils sont investis par les gouverneurs de province dans les 15 jours de la proclamation des résultats. Passer ces délais, l'investiture est de droit. C'est-à-dire quoi? Et ces gens qui se sont oubliés après 15 jours de la proclamation des résultats.
c'est que le gouverneur des provinces ne s'est pas déplacé pour aller les investir d'une manière officielle comme autorité de ce secteur-là, alors de plein droit, nous passons à la chefferie. Je sais que chacun de nous ici a son point natal d'origine, dont nous avons acheté comme pourquoi c'est là où nous sommes maintenant. Donc les élections vont s'impliquer cette fois-ci, même dans les couches les plus ordinaires. On ne fait pas que quelqu'un se promette comme ça, oh, moi je suis chef quelque part. Non, il faut avoir quand même la base. La base des gens que vous allez diriger. C'est pourquoi cette fois-ci, on veut aller petit à petit. Là, on fait un conflit élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Le chef de chefferie est désigné conformément à la coutume relative à la dévolution du pouvoir dans la chefferie et est investi par le gouverneur de province. L'élection, on va le dire, mais comment? Conformément à la coutume. C'est-à-dire, on sait que dans ces villages ici, il y a la tribu, si c'est des anthologies, la tribu vieillard. La histoire, c'est des facile au pouvoir. Confort du gouverneur. Le chef de sécurité ne sera pas pour ne pas être trop long. Ça, c'est au niveau central. Au niveau provincial, on vous a appris comment on désigne le gouverneur et le vice-gouverneur. Et puis, on vous a appris comment on désigne les députés provinciaux qui font partie de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est au niveau provincial. Et puis, au niveau urbain, municipal et local. Urbaine, on vous a montré comment on désigne au niveau de la ville, comment le maire et son adjoint sont élus, comment l'organe délibérant de la ville, c'est-à-dire les conseillers urbains sont élus. Là, c'est au niveau de la ville. Au niveau de la commune, on vous a parlé comment le bourgmestre et son adjoint sont élus. On vous a montré comment les membres de l'Assemblée du conseil communal sont élus. Puis on vous a parlé au niveau des secteurs et chefferies. Alors, vous allez demander pourquoi on n'a pas parlé des territoires, des quartiers, des groupements.
Et pour ces entités-là, on ne procède pas aux élections. Il s'agit des entités déconcentrées. Là, c'est l'autorité administrative qui désigne, qui les choisit elle-même. Donc, nous avons terminé notre exposé qui était long, mais quand même instructif. Alors, nous sommes maintenant à votre disposition pour quelques questions et préoccupations. Merci. Réponse. Ils sont là, ils ont exposé et nous avons suivi avec d'ailleurs beaucoup d'intérêt. Alors, nous pouvons d'abord applaudir pour eux. Réponse aux préoccupations. Alors nous allons y aller par série de 3 questions. Ils sont là, ils vont noter et puis nous allons évoluer. Première question. Oui, tu passes ici. La parole. Monsieur Crisson, tout au long de votre exposé, vous avez pu dire que les élections, c'est un moment propice pour pouvoir sanctionner positivement ou négativement aux personnes que nous avons élues antérieurement. Alors, et représentation proportionnelle. Et ma question va se baser sur la représentation proportionnelle. Lorsqu'on parle de la représentation proportionnelle, c'est-à-dire un candidat qui descend et il constate qu'il a beaucoup de voix et qu'il se donne l'autorité de donner des voix à l'autre personne. Or, vous avez dit aussi que les élections, c'est une manière de sanctionner. Que nous, la population qui rentabiliser, maximiser les chances de vos candidats. Soyez quand même des observateurs, témoins des partis politiques.
pas être influencé. C'est aussi et au vu de tout le monde, c'est-à-dire les présidents des centres de vote. On va vous donner des conseils. Nous devons faire la en faisant la donc, on trouve toujours mieux à continuer à diriger le pays, ou même diriger le pays, et ça va. Est-ce que c'est nécessaire de faire une nous avons aussi le droit de voter ou de ne pas voter. Est-ce que cela peut avoir l'avenir de notre pays, ça dépend de nous. Pouvoir est dans notre qu'ils ont bien travaillé, vous les reconduisez. Négativement, ça dit vous les mettez contre eux le pouvoir. Vous avez compris. Donc, vous êtes appelé à aller voter, mais bon, les deux candidats peuvent avoir l'un peut avoir 50%, l'autre 49%. Et une voix peut partager deux candidats. Donc toute voix compte. Il ne faut pas dire que non, moi je suis jeune, même si je vote, ça ne va pas avoir un impact. Non, non. Votre voix va compter. Quand on va décrire, on va dire que c'est une voix d'un jeune ou d'un vieux. Pour tous, vous êtes au niveau égal. C'est ça l'égalité. Alors, bon, quelqu'un a demandé est-ce que les élections, on sait déjà, les Occidentaux, c'est ça, savent déjà qui va gagner pour les élections. Non. C'est vrai, la politique en Afrique est influencée par les Occidentaux. Mais nous sommes un peuple rage. Il ne faut pas croire qu'il y aura quelqu'un qui va dire que non, maintenant vous êtes un peuple souverain, vous pouvez faire ce que vous dites. Vous, maintenant, personne ne peut vous dire que non, maintenant vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. C'est vous-même qui avez. Et si vous constatez que réellement votre candidat a été élu, mais les Occidentaux veulent empêcher que
parti